Attention, vous écoutez un podcast audioactif. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast des réfracteurs. Je suis Spike pour vous ouvrir à nouveau les portes de notre ciné-club, notre rendez-vous hebdomadaire qui n'était pas présent la semaine dernière. Nous avions marqué une petite pause comme nous vous l'avions dit. Et j'ai en ma compagnie mon ami du ciné-club, mais mon ami dans la vie aussi, mon Grey Pigeon. Bonjour Grey. Ouais, t'emballes pas trop quand même. Salut Spike. D'accord, je vois qu'une amitié vient de se briser en direct. En direct différé d'ailleurs. Alors, aujourd'hui, on va évoquer un film et j'étais très content, rappelle-toi, il y a 2 semaines quand on l'a tiré, parce que c'est un film qui me parle beaucoup, qui répond à ma sensibilité artistique, car j'en ai une. C'est Le Vagabond de Tokyo. Je vais vous donner le titre original une seule fois, alors accrochez-vous bien, Tokyo Nagaresha. Pas mal, hein? Ouais, pas mal. On remercie Charlotte qui nous l'avait tiré au sort. C'est le numéro 39 de la collection Criterion. Effectivement, un film sorti en 1966, signé Seijun Suzuki, un apôtre de la nouvelle vague japonaise, on va revenir là-dessus, avec le comédien et chanteur Tetsuya Watari, avec Kieko Matsubara et avec Hideaki Mitani. Ouais, pas mal. Alors, est-ce que tu peux nous faire le petit résumé du film? Alors, c'est pas si simple que ça, même si on pourrait penser de prime abord, on en parlait en off, que l'histoire est assez anecdotique dans le film. C'est l'histoire d'un homme de main d'un ancien chef Yakuza. Cet homme, c'est Tetsuya Hondo, qui se retrouve pris dans une guerre d'influence entre son maître et entre des Yakuza qui sévissent dans Tokyo et qui jettent leur dévolu sur le bien immobilier de son patron. Il va s'en suivre une guerre fratricide, une guerre sanglante qui va répandre la violence, et Tetsuya Hondo va être contraint de quitter Tokyo et de vagabonder dans le Japon avant d'y revenir pour assouvir sa vengeance. Bon, ce qu'on peut dire et que t'as pas vraiment mentionné, c'est qu'en fait, il décide de prendre sur lui quelque chose qu'il n'a pas fait pour protéger son mentor. Effectivement, c'est une histoire de déférence envers le supérieur et on va voir ensemble que cette déférence n'est pas forcément récompensée au final. Non. Alors, pour une fois, d'habitude c'est toi qui nous fais le portrait le plus fourni quand il y a du boulot à faire, mais puisqu'on connaît mon appétit pour le cinéma japonais, y compris pour la nouvelle vague autour de laquelle j'ai travaillé grâce à ton aide à la relecture assez récemment, je te propose de me plonger dans le portrait de Seijun Suzuki et de le partager avec nos auditeurs. Eh bien, écoute, avec plaisir. Je suis tout oui. Alors, Seijun Suzuki, à la base, c'est un pur Tokyoïte, figure-toi, c'est donc amusant de l'évoquer pour ce film-là. Il naît en 1923 et c'est le descendant d'une lignée de négociants en textile. C'est un milieu plutôt modeste mais pas précaire. Sa famille est en mesure de lui offrir une éducation assez poussée. Et pour la petite info, son frère aîné, il me semble, deviendra présentateur pour la NHK. La NHK, c'est la plus grosse chaîne de télé nippone, c'est le TF1 de l'époque. Cependant, Seijun, c'est vraiment pas un enfant très studieux. Il envisage de faire un cursus en agronomie, mais il va échouer une première fois à cause de ses notes qui sont assez médiocres. Mais il va quand même réussir à rejoindre une université, mais il y a un événement qui va complètement rebattre les cartes de son destin. Tu devines lequel, parce qu'à chaque fois qu'on se penche dans le ciné-club, on l'évoque. Bah, il est né en 23, donc forcément, et c'est un enfant de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, et Seijun Suzuki, il va être enrôlé un peu contre son gré, et il va servir dans l'armée de l'empereur, mais à un grade initialement très bas, il est seconde classe. Il va donc affronter la dureté des conflits de plein fouet. Il est au milieu des coups de feu. Il va même faire naufrage 2 fois durant les combats dans les mers qui bordent le Japon et la Philippine. Il y a même un des naufrages où il va être en perdition dans la mer pendant plus de 8 heures. Alors cependant, Seijun Suzuki, c'est vraiment pas un soldat modèle. Il a jamais déserté de peur des représailles, mais il confiait plutôt, qu'il a plusieurs fois laissé tomber son fusil pour tenter de trouver refuge loin des affrontements. Il considère même que l'armée, c'était un environnement favorable à la dépravation et que ça a forgé sa fougue.
Alors Suzuki, tu sais, c'est un personnage un peu hors du commun, c'est un chien fou du cinéma, mais il raconte par exemple assez malicieusement que lorsqu'il était en poste à la garde d'un aéroport isolé, l'armée japonaise fournissait son escouade en nourriture, en vêtements et en prostituées qui étaient officiellement reconnues par le commandement, de peur que les soldats désertent pour satisfaire leur envie charnelle. En fait, Suzuki, c'est intéressant de s'attarder sur sa carrière militaire parce qu'on y voit les prémices de son cinéma. Lui-même, et c'est un peu étrange de le dire, il considère que dans l'horreur des conflits, il a vu à la fois la violence, ça c'est présent dans ses films, et le burlesque, c'est aussi présent, se côtoyer. Alors il va le dire, je te traduis ça au débeauté, du japonais bien évidemment, que la guerre c'était plutôt marrant. Quand tu es au milieu, tu peux pas t'empêcher de rire. Bien sûr, il y a des différences quand tu es face à l'ennemi. Lui, il a été jeté au milieu de la mer durant des bombardements, et alors qu'il était en train de dériver, il ne pouvait pas s'empêcher de ricaner. Et il trouvait même que durant les bombardements, il y avait quelque chose de rigolo à voir les hommes apeurés sur le bateau. Une mentalité assez particulière, Suzuki. Ouais, il a un regard véritablement assez unique. Alors à la fin de la guerre, Suzuki va tenter de reprendre un cursus universitaire, mais il va encore rater l'examen. Et c'est là qu'il va découvrir le cinéma presque comme un pis-aller. Il va rejoindre d'abord la Shishoku et devenir assistant réalisateur. Alors ça, en fait, si tu veux, c'est un peu le parcours usuel des metteurs en scène japonais de l'époque qui partent en bas de l'échelle. D'abord les assistants à qui on confie peu de responsabilités, puis les assistants de seconde équipe, avant de devenir enfin réalisateur émérite. C'est quelque chose qu'on avait vu quand on a abordé le cinéma de Kawashima notamment. Alors néanmoins, Suzuki, qui est décidément un personnage hors norme, il confesse qu'il passe le plus clair de son temps à picoler sur les plateaux. Il décrit, et ça c'est assez rare de l'entendre, le cinéma japonais de l'époque comme un terrain de tous les excès, où tout le monde se croyait futur génie en devenir et où seul le meurtre était proscrit. Ah ouais. Ah oui, carrément, ouais. Il dit que dans un autre milieu que le cinéma, il aurait été viré depuis longtemps, mais que dans le monde du 7e art, il pouvait ne pas faire grand-chose de ses journées, à part cueillir des fleurs pour sa femme et rester dans le bus de l'équipe de tournage. En 1954, c'est une date clé dans l'histoire du cinéma japonaise. Il y a un bouleversement. La Nikatsu, qui était une grande firme par le passé, avait cessé ses activités. Et en 1954, ils vont les reprendre. Ils vont se relancer dans l'élaboration de films. Et pour ce faire, ils vont enrôler pléthore de techniciens et d'artistes d'autres studios pour remettre en branle la machine, en leur promettant notamment des gros salaires. Suzuki va se joindre à ce mouvement, il va gagner 3 fois plus que quand il était à la Shishoku, et il va accepter d'abord un poste d'assistant réalisateur sur la promesse qu'il gravira en plus les échelons plus rapidement qu'ailleurs. On garde un peu le schéma de l'ascension sociale dans le monde du 7e art nippon, mais en accéléré si tu veux. Et effectivement, en 1956, un de ces scénarios, Duel at Sundown, alors c'est des films pour lesquels je vais donner les titres anglais parce qu'il n'y a pas forcément de traduction française, ils n'ont pas forcément été importés chez nous, n'empêche que ce film il va être adapté par Niguchi. La même année, quelques mois plus tard, Seijun Suzuki fait ses débuts en tant que réalisateur avec Victory is Ours, un premier pas pour Suzuki qui n'est pas très galvanisant. En fait, le long métrage, c'est qu'un support à la promotion d'une chanson populaire. Il n'y a pas de grande portée artistique. Et si tu veux, en fait, cette envie de créer des films autour de simples chansons, c'est un vrai genre de film au Japon, c'est le Keiho Eiga. Mais figure-toi que le vagabond de Tokyo pour lequel on est là, c'est un Keiho Eiga. Parce qu'à la base c'est une chanson pop chantée par l'acteur principal du film, le film n'est qu'un spin-off de la chanson. Effectivement, tu as tout à fait raison. Dans tous les cas, Victory is Ours, ça reste le premier film d'un génie du cinéma, Seijun Suzuki, même si là on ne reconnaît pas encore sa patte. D'ailleurs, il ne signe pas Seijun Suzuki, il signe de son nom de baptême. L'émergence du nom Seijun Suzuki, ça viendra un peu après. N'empêche que ça suffit à la Nikatsu pour déceler le talent de Suzuki, on verra qu'ils vont vite faire volte-face, et ils vont lui faire signer un contrat sur la durée pour réaliser diverses séries B. En général, c'est des films de complément des deuxièmes parties. Alors là encore, c'est le parcours habituel d'un réalisateur japonais de l'époque, et Suzuki va se montrer extrêmement fiable. Il travaille très vite, il ne refuse presque jamais aucun script, en environ 10 ans il n'en a refusé que 3, et il est capable de réaliser plus de 3 films par an. Par contre, c'est presque une torture pour lui, même s'il refuse de le dire au studio de peur d'être envoyé. Il dit à sa femme, par exemple, souvent que c'était un travail douloureux.
Il a voulu quitter la firme 4 ou 5 fois auparavant et il décrit ça comme une vraie torture. D'ailleurs, sa femme lui dit que qu'il devrait pas s'exprimer de la sorte, même devant elle, parce que ça pourrait finir par se réaliser. Elle doit être superstitieuse, sa femme. Ça finit par arriver quand même. Effectivement, elle est un peu sombre prophète sur ce coup. Alors parmi les films notables de cette époque, on peut quand même noter la réalisation de Satan Town. C'est son premier film de Yakuza et c'est quelque chose qui va lui coller à la peau. Mais le vrai jalon de sa carrière, la première vraie étape importante, c'est La jeunesse de la bête qui sort en 1963. On est donc 7 ans après qu'il ait signé à la Nikatsu et avec ce film, Suzuki il s'inscrit clairement dans la mouvance de la nouvelle vague japonaise. Alors je vais restituer quand même pour nos auditeurs ce qu'est la nouvelle vague japonaise un peu au débeauté. On l'a un peu évoqué sur le site par écrit quand on parlait des films de Kawashima que nous avait fourni Badlands, qui étaient des super films d'ailleurs. Si vous pouvez vous pencher sur nos articles, ça fait toujours plaisir. Kawashima s'est considéré d'ailleurs comme étant un des pères de la nouvelle vague avec Le Paradis de Suzuki notamment. Donc la nouvelle vague japonaise, ça reste des films de studio. Le cinéma japonais indépendant, à l'époque, ça n'existe presque pas en fait. Par contre, ces films, ils sont habités par une certaine audace visuelle, ça c'est indéniable quand on voit le travail de Suzuki, plus que n'importe quel autre peut-être, mais ils sont surtout habités par la volonté de rompre avec les schémas scénaristiques traditionnels du cinéma japonais. Les réalisateurs de la nouvelle vague, ils veulent un peu tuer le père en la personne de Mizoguchi, mais surtout en la personne de Yasujiro Ozu, dont les films ont un vrai message social affirmé, mais qui sont marqués par une certaine douceur et une certaine sacralité des relations familiales, je dirais. La nouvelle vague, c'est une rupture sauvage, parfois violente, avec cette candeur héritée du père. Et il faut quand même bien se représenter ce que ça signifie de se détourner de l'héritage de Ozu à l'époque. En fait, si tu veux, pour faire un film au Japon, à ce moment-là, il faut être membre de l'équivalent de la guilde des réalisateurs, dont le logo est dessiné par Ozu, justement. Il est partout, il est bienveillant, il condamnera jamais la volonté de la nouvelle vague, mais il est vraiment omniprésent. C'est une vraie révolte cinématographique dont Suzuki va devenir un fer de lance, comme Kawashima qu'on évoquait donc, ou Oshima, ou Imamura encore, pour citer les plus célèbres. Alors personnellement, j'ai tendance à considérer le cinéma de l'après-guerre japonais comme une forme de tentative de réunion, même s'il y a des contre-exemples. La nouvelle vague, c'est vraiment un cinéma de fracture. Arrive donc La jeunesse de la bête pour Suzuki, qui est le reflet un peu adouci de ce qu'on verra par le futur avec lui, avec le Vagabond de Tokyo. C'est une première vision de beaucoup de choses qu'on va développer dans notre analyse. Il y a ce jeu de couleurs très acide, il y a l'alternance entre la violence et la comédie potache très assumée, et il y a la scission entre la jeunesse et l'ancienne génération. Ah, là, effectivement, tu parles du Vagabond de Tokyo, hein, clairement. Ouais, effectivement, c'est son plaidoyer artistique en quelque sorte, et il va affiner ça au fil de ses films après. Même La marque du tueur, sur lequel on reviendra par la suite, emprunte aussi pas mal de ces éléments. Avec La jeunesse de la bête, Suzuki va commencer à fédérer des fans autour de lui, mais assurément pas le président de la Nikatsu, on y reviendra plus tard. On lui reproche son impertinence, on considère qu'il va trop loin dans le changement. Pour son film La vie d'un tatoué, il va même être considéré tellement subversif qu'il va recevoir un blâme et une retenue sur salaire. À ce moment, Suzuki va un peu s'assagir, très légèrement, selon ses critères de folie, et il va accepter le scénario du Vagabond de Tokyo qu'il va sublimer de son impertinence, pourtant. Combien de films a-t-il d'ailleurs dans la collection Criterion, ce brave Seijun Suzuki? Ah oui, c'est Seijun Suzuki a vraiment marqué de son empreinte le cinéma des années 60 au Japon, parce que figure-toi que 7 de ces films de cette période sont dans la collection Criterion. Ouais, c'est vraiment un monument du 7e art japonais. On évoquera, une fois qu'on aura conclu notre analyse, ce qui s'est passé après pour Seijun Suzuki, parce que c'est pas forcément très marrant. Il faudra évoquer un peu le destin un peu tragique, j'ai envie de dire, qu'il a eu par la suite. Mais d'abord, on va parler du Vagabond de Tokyo, et je te laisse la parole, après avoir beaucoup parlé pour mon portrait, pour que tu nous évoques un peu la production et le contexte du film. Bah oui, tu as parlé en fait du côté très positif de la carrière de Suzuki, mais comme tu l'as mentionné en creux, il a des problèmes avec ses patrons à la Nikatsu à ce moment-là. Il est obligé d'accepter de tourner le Vagabond de Tokyo. C'est pas un projet qui lui tient à cœur plus que ça. Hein. C'est l'adaptation d'une chanson qui doit servir de véhicule promotionnel pour mettre en avant ce jeune chanteur qui n'a que très peu d'expérience devant la caméra. Moi, je le trouve pas mal d'ailleurs, l'acteur qui joue le rôle principal du Vagabond de Tokyo. Il va faire une belle carrière après ça d'ailleurs.
Mais c'est son 3e film, je crois. Je crois que c'est la première fois seulement qu'il est en tête d'affiche. Et les patrons de la Nikatsu, ils vont aller voir Suzuki, ils vont lui dire bon, t'es bien gentil, mais tu vas te calmer un peu sur tes folies visuelles. Tant et si bien qu'ils vont carrément lui réduire son budget. Et ils vont lui, surtout notamment pour tout ce qui est production design, donc toute le design. Tous les décors, c'est là qu'il aime bien dépenser son argent, Suzuki. Mais ça va pas l'empêcher de faire un peu n'importe quoi. Mais ils espèrent vraiment avoir un petit film de série B très académique, un film de Yakuza avec des gangsters. C'est les films qu'on voyait à l'époque qui sont devenus très populaires, dans lesquels tous les Yakuza portent des costumes sombres avec des lunettes de soleil et puis s'entretuent entre eux. C'est exactement ce que la Nikatsu voulait et c'est exactement le contraire que va faire Suzuki. Avec son directeur artistique avec lequel il s'entendait très très bien, Takeo Kimura. Oui, il l'évoque comme un vrai frère d'armes. Hein. Ah ouais, mais ils vont se pousser l'un l'autre vers vraiment dans leur folie respective pour faire presque des tableaux à chacune des scènes complètement surréalistes, et c'est ce qui va rendre complètement fou les dirigeants de la Nikatsu. Alors en raison des limites et des contraintes budgétaires, Suzuki en fait il va trancher dans le vif, mais pas là où la Nikatsu l'attend. Lui, il va carrément couper tous les plans qui ne servent à rien selon lui. Donc c'est tous les plans de connexion, tous les plans qui permettent à mieux comprendre l'histoire, des plans narratifs, pour se focaliser sur ce qu'il considère le plus important, c'est toutes les scènes de combat notamment. Et donc plusieurs scènes de combat vont s'enchaîner sans qu'il y ait vraiment de lien narratif entre elles. Mais pour Suzuki, c'est pas du tout un problème. Ça va juste lui donner nécessité de prévoir comment chacun de ses plans de combat doit se terminer pour enchaîner sur le suivant. Donc il a déjà en tête avant le montage comment il va faire pour enchaîner toutes ces scènes. Mais c'est au spectateur vraiment de faire le travail de connexion entre les différentes scènes de combat. Oui, c'est vraiment une balade violente en fait, le Vagabond de Tokyo. Ouais, c'est exactement ça. Hein. Alors, il y a une autre chose qui est intéressante dans le film, c'est qu'il va utiliser le décor du Japon de l'après 1965, qui est qui marque vraiment un tournant dans l'histoire du Japon. On passe d'un milieu très rural à un milieu très urbain. Et Tokyo se transforme énormément à cette époque-là, et Suzuki va vraiment beaucoup s'en servir pour toute la première partie du film, et il va mélanger ça avec les influences qui viennent un petit peu d'ailleurs que du Japon, notamment le pop art et comme tu l'as mentionné, la comédie absurde ou les films surréalistes qui avaient lieu en Europe ou aux États-Unis. Donc voilà où on en est au moment où il se lance dans le tournage du Vagabond de Tokyo. Le film va être filmé et monté en 28 jours seulement. Donc c'est vraiment une petite série B. Hein. Il n'y a pas d'argent. Suzuki il utilise le système D comme il peut. Quand il parle du film plusieurs décennies après, ce dont il se souvient, et il se souvient en rigolant, c'est qu'aucune des scènes n'a été répétée. Presque tout est improvisé, même toutes les scènes de combat. Et d'ailleurs, il dit, c'est ce que on faisait tous à l'époque, on n'avait aucune répétition, il y avait que les très grands réalisateurs comme Kurosawa qui pouvaient se permettre d'investir de l'argent pour avoir des répétitions, mais lui il se considère comme un besogneux, il dit tous les besogneux comme moi, on arrivait sur le plateau, on était prêt à tourner, on tournait, c'était dans la boîte et puis on partait direct au montage. Et ça se voit pas tant que ça, hein. Ouais, ça se voit pas tant que ça, t'as raison. Puis il faut bien se rendre compte, là, tu citais Kurosawa, qu'on est encore sous l'influence. Donc je vous l'ai dit, la nouvelle vague, c'est un cinéma de rupture, mais on est encore sous l'influence des trois grands-pères du cinéma japonais que sont Kurosawa, Ozu et Mizoguchi, qui sont encore actifs à ce moment-là. Donc il y a encore vraiment une vraie influence. Il n'y a pas encore eu cette nouvelle génération de grands auteurs japonais dans le monde du cinéma. Il y a eu des fulgurances, mais c'est vraiment la nouvelle vague qui va amener ces nouveaux créateurs et qui va faire cette espèce de transition, même si Kurosawa, tu me le soulignais en off, va rester actif dans les années qui suivent. Je crois qu'on a un peu tout dit sur où en est Suzuki, qui est Suzuki au moment du film. Il est temps de dire un petit peu ce qu'on en pense. Qu'est-ce que t'en dis? Oui, effectivement. Bah écoute, lance-toi et puis je vais t'emboîter le pas, tiens. Ça marche. Bah écoute, moi vraiment, je vais me baser sur ce que t'as dit quand t'as résumé le film. On peut considérer donc que le Vagabond de Tokyo, ça serait qu'un simple film de gangster, ce que souhaitait la Nikatsu, mais pas du tout.
parce que le scénario, en fait, on va pas se mentir, c'est pas le point fort du film, loin de là. Non. Euh, et on se rend compte quelques minutes après le début du film que ce qui va faire du Vagabond de Tokyo quelque chose de marquant et qui fait qu'il est dans la collection Criterion, c'est un film qui est anormal. Alors je mets des gros guillemets, anormal visuellement dans le genre qu'il est censé représenter, donc le film de Yakuza. Parce que c'est un genre qui est extrêmement codifié, et Suzuki va aller à contre-courant de tous les codes qui sont habituels à ce genre. Il va s'intéresser plus facilement aux éléments de la culture pop et celle du Japon, mais pas seulement. De la mode, on va parler, je pense, beaucoup des vêtements des différents personnages, et aussi de la manière dont il va élaborer ses plans qui sont tous plus artistiques les uns que les autres, et ainsi que les décors. Les gangsters, en fait, il en a un peu. Je sais pas s'il s'en fiche, mais pour lui, ils doivent pas faire peur. Ils doivent surtout être cool. Il veut les montrer cool. Et on parlera des gens qui se sont inspirés de Suzuki plus tard, mais il y a des références vraiment évidentes, notamment chez Tarantino, le même genre de gangster qu'on peut retrouver chez lui, quoi. Oui, Kitano ne s'en cache pas non plus. Wong Kar-wai, ça semble un peu plus lointain, mais lui-même le revendique ouvertement. C'est assez intéressant de noter l'émergence d'un courant artistique impertinent comme ça à ce moment de l'histoire du cinéma japonais, parce que comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de cinéma indépendant, ou très peu à l'époque, et les studios, ils ont une emprise absolue sur le marché. Alors voir un artiste avec une identité assez claire, qui emboîte le pas de la nouvelle vague, la première nouvelle vague japonaise, parce qu'il y en a deux, c'est presque inattendu, et ça répond à des angoisses et à des fascinations d'un temps, comme tu nous l'as dit, dont Suzuki se pose en témoin. Le cinéma de Suzuki, c'est criant dans Le Vagabond de Tokyo avant d'être absolument radical dans son film qui marquera la rupture avec la Nikatsu, la marque du tueur. C'est un cinéma qui a conscience de son temps et dans le fond social, on développera ça dans l'analyse, mais surtout dans la forme pure, dans la dimension sensorielle du film. Le Vagabond de Tokyo, c'est une délicieuse contradiction permanente. C'est une balade macabre, mais souvent burlesque. C'est un film noir, mais acidulé et hautement coloré. C'est la fin d'une ère, mais c'est aussi le début d'une nouvelle. Avec ce film, Suzuki, c'est le fils de deux influences, celle des films traditionnels japonais qui renient pas totalement, et celle des courants mondiaux des années 60 qui sont beaucoup plus désinvoltes, et cette désinvolture, ça a failli lui coûter sa carrière d'ailleurs. Ouais, le film, moi, je trouve, il est vraiment avant-gardiste au Japon, mais il s'inscrit dans une mouvance globale qui a été initiée. Tu parlais de la nouvelle vague japonaise, mais là, je pense vraiment qu'on peut parler de la nouvelle vague française, Oui. et qui va être reprise aux États-Unis également, hein, avec le nouvel Hollywood. Le Vagabond de Tokyo, il précède de 2 ans le Bullitt de Peter Yates. Et pour moi, le héros du film de Suzuki, c'est presque Steve McQueen, ce chantre du cool, dont on se souvient tous aujourd'hui, hein, alors que vraiment, c'est ce Vagabond de Tokyo, c'est le même genre de personnage. Ouais, je partage ce que tu viens de dire. Ils ont effectivement une même inflexibilité. Alors peut-être que moi, personnellement, je la relierais plus à un héritage japonais parce que finalement, Tetsu, dans le film, il a une mentalité qui est assez proche du protagoniste de Harakiri, qui est prêt à faire un sacrifice par vertu, mais qui est soucieux d'imposer une justice avant l'ultime sacrifice. Mais je pense que tu mets le doigt sur l'évolution d'une époque, effectivement. Une époque cinématographique plus mondiale. Tetsu, il est complètement dans l'esprit de ces héros dernier rempart de la morale, alors que le monde est incertain, que les dogmes changent et que l'avenir il est flou. Ouais, et d'un point de vue un peu plus technique même, on peut faire aussi un rapprochement avec la nouvelle vague française et notamment le travail de Godard. J'en parlais un peu plus tôt, mais Suzuki ne soucie pas des transitions entre les scènes et il laisse au public le soin de les faire mentalement. Il n'expose pas non plus son intrigue ou ses personnages. Il le laisse que les indices séparent dans les dialogues pour qu'on comprenne qui ils sont et les liens qu'il y a entre eux. Ce qui fait, selon moi, de Suzuki, une espèce de Melville baroque. Alors ça, c'est vraiment très très juste. Et je pense que là, on met le doigt sur ce qui peut perdre le spectateur qui serait peu impliqué dans le visionnage, je pense. Suzuki, il s'en fout complètement des moments vides. Il se fout du lion habituel d'un film. Il veut asséner une espèce de coup de griffe scénaristique et visuel, c'est ça qui lui importe. Le film, il est pas très sanglant en fait, comparé à d'autres films de Yakuza, beaucoup moins que d'autres de l'époque, mais il a une rugosité de nature qui est issue du montage et du découpage, et ça le rend sauvage et indomptable. On traîne avec le vagabond, mais il y a toujours ce métronome de la fatalité de la violence qui est très mathématique
et qui pourtant va nous prendre à revers et va nous frapper. Et c'est intéressant que tu parles de Melville parce que quand je regardais le film, là, quand je le revoyais, je pensais à la citation de Quentin Tarantino qui disait que les costumes des personnages des films de Melville sont comme des uniformes. Bah, Suzuki, pour moi, c'est exactement ça. C'est des personnages qui sont installés par leur morale, mais aussi par leur esthétique pure. Et d'ailleurs, l'utilisation des couleurs vives par Suzuki tout au long du film, ainsi que le côté chaotique des transitions, il a pour but de déstabiliser le spectateur. Tu l'as mentionné plus tôt, hein, Suzuki passe du rire à la mélancolie en un instant, et certaines scènes sont à la limite du burlesque, comme la scène de la bagarre générale dans le restaurant, qui est en exacte opposition avec des scènes de combat bien plus iconiques, proches des western spaghetti de Sergio Leone ou de Corbucci. Je pense notamment à l'affrontement sur la voie ferrée qui est vraiment filmé comme du Leone. Hein. C'est un clin d'œil volontaire, je pense, de la part de Suzuki vers le western, ce dont Suzuki se défend. Ouais, mais alors Suzuki se défend de beaucoup de choses. Hein. Oui. Je sais que tu l'as vu en interview, il se dédouane de beaucoup de choses et je pense qu'il a une espèce de retenue. Mais moi, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que le Vagabond de Tokyo, il s'inscrit à une époque où le cinéma se mondialise en quelque sorte et où les frontières s'effacent. T'as cité Léon, t'as tout à fait raison. On sait que le cinéma japonais a beaucoup influencé Léon. Le Vagabond de Tokyo, il en serait presque symétrique. Il emprunte ses codes occidentaux, la pitrerie notamment, t'as tout à fait raison, pour créer une nouvelle identité. Je pense néanmoins que dans le dénouement du film, Suzuki dépasse le simple emprunt aux autres pays pour renouer avec une dramaturgie totale, jusqu'à presque refuser l'identité du film. Les décors sont complètement vides à ce moment-là. Il y a une raison hein, pour ça, hein. C'est aussi le manque de budget. Ils avaient plus un centime à la fin, pour tourner la fin du film. Ouais, effectivement, mais ça fait partie de son identité au final, et ça lui donne cette espèce d'aspect de toile sauvage, parce qu'effectivement, selon moi, Suzuki, c'est avant tout un magicien des couleurs, un maître, il peint le tableau, ses coups de caméra, c'est comme des coups de pinceau en quelque sorte. Il explique en interview que notamment le fait d'avoir des plans presque vides avec juste une couleur, hein, donc il y a des plans orange, il y a des plans violets, c'est vraiment marquant, hein, ça pop aux yeux. C'est parce que il expliquait quand t'as pas d'argent pour créer un décor, bah tu mets une lampe de couleur et puis bah ça remplit ton cadre. Hein. Parfois c'est aussi simple que ça la création. Ouais, c'est vrai. Et le coup de génie, hein, comme ça vient sur une inspiration. Alors pour info, petite trivia, j'ai fait mes recherches parce que je me demandais à quel moment Suzuki expérimentait la couleur comme il le fait. Le premier film en couleur du cinéma japonais à cette époque n'a que, je mets des guillemets à que, 15 ans. C'est Carmen revient au pays de Kinoshita. Donc on est quand même plus d'une décennie après, on reste quand même encore à l'ère des expérimentateurs, je trouve. En tout cas, Suzuki, lui, est un expérimentateur. Bah, on avait parlé d'un film d'Antonioni, le Désert Rouge, il y a quelques temps maintenant, qui est contemporain au Vagabond de Tokyo, dans lequel Antonioni continuait à faire des expérimentations sur la couleur. On n'était pas encore... le cinéma mondial se cherchait encore de ce point de vue-là, alors que le Vagabond de Tokyo est extrêmement moderne dans la qualité de son image, je trouve. Ouais, d'ailleurs, je crois qu'il t'a fait penser à pas mal d'autres artistes. Ouais, bah en fait c'est presque sans fin. À chaque plan, je pense qu'on peut trouver des références au cinéma plus récent. On pourrait passer des heures à essayer de trouver les films qui ont été inspirés par le Vagabond de Tokyo. Moi, j'ai pensé au Grand Silence de Corbucci, donc le fameuse scène de combat sur les rails dans la neige. J'ai pensé au Driver de Walter Hill. J'ai pensé évidemment à Kill Bill de Tarantino ou au Drive de Nicolas Winding Refn, mais comme j'ai dit, c'est sans fin. Ouais, je pense que c'est vraiment un cinéaste qui a infusé dans la culture populaire, presque Ouais. j'ai envie de dire. C'est une matrice, son œuvre. Hein. Et c'est ce qui rend le film, je trouve... alors, c'était un gros défaut pour les producteurs de l'Anikatsu, cette folie visuelle, le manque de cohérence négative, mais c'est ce qui rend le film passionnant pour moi aujourd'hui. Il transcende les conventions et il mélange les genres, et je trouve vraiment qu'il mérite sacrément le culte qui entoure ce film aujourd'hui. Très fort. Moi, je suis d'accord avec toi, et le fait que ce soit presque un film de transition dans la carrière de Suzuki, ça le rend précieux parce que c'est la synthèse de ces deux visages. On est entre La jeunesse de la bête, qui était déjà impertinent mais relativement cohérent tout de même lorsqu'on le regarde et admissible par les studios, et La marque du tueur, qui va signer de sa radicalité la fin de la carrière de Suzuki pour plusieurs années. On vous parlera de ça en conclusion du podcast. On est entre ces deux pôles d'influence du cinéaste, un pied dans le réel, l'autre dans l'imaginaire.
Souvent, le vagabond de Tokyo, il a une dimension que je trouve presque onirique. On s'affranchit de la réalité, on quitte le champ des possibles, pourtant on y revient sans cesse, on est rappelé à la rue et aux intrigues humaines. C'est vraiment un film fascinant à replacer dans son époque parce qu'il capte les rêves et les cauchemars pour les digérer et les restituer à l'écran avec un style si personnel. On ne peut pas parler de film d'auteur au sens littéral, Suzuki il n'est pas producteur de son film, pourtant c'est un film que personne d'autre n'aurait pu réaliser, je pense. En tout cas, pas comme ça. Non, assurément pas comme ça. Alors plongeons dans l'analyse du film, Gré Pigeon. Ouvrons les portes de ce vagabond de Tokyo, laissons-le entrer chez nous dans notre chaumière, ce vagabond, et parle-nous un petit peu du film. Alors, c'est vrai que l'analyse du film est pas forcément évidente, parce que le film est avant tout très fort visuellement. Mais il y a quand même des thèmes que Suzuki développe dans son film. Et on va commencer par la séquence d'ouverture, qui est, en tout cas, elle peut le sembler de premier abord, plutôt classique pour un film de gangster, parce qu'elle est filmée en noir et blanc. Et on suit notre héros qu'on va retrouver dans tout le film. Il commence par se faire tabasser par des voyous. Et il se laisse faire même quelque part. Il se relève, il va trouver un petit pistolet en plastique qui lui est en couleur, qui est la première incursion de couleur dans le film. Et il va leur dire calmement, ne m'énervez pas. Et là on comprend à qui on a affaire. Cette séquence elle est intéressante à plus d'un titre, parce que déjà on comprend donc que le personnage c'est quelqu'un qui est il faut pas l'embêter, quoi. C'est quelqu'un qui est très fort dans son domaine, et son domaine, c'est de tuer des gens. Ouais, d'ailleurs, il y a ces paroles prophétiques, on reviendra dessus dans l'analyse, mais le chef des voyous qui le tabasse dit que lorsqu'il tombe 3 fois, il se relève pour se venger. Ouais, c'est ça. Alors, Tetsu, c'est le bandit romantique par excellence, qui est plein de principes et fidèle à un code d'honneur qu'il s'impose à lui-même. C'est le personnage assez classique de ce genre de film, quelque part. C'est presque une parodie de ce genre de personnage. Tellement il est arc-bouté sur ses principes. Oui. Et la séquence et le passage du noir et blanc à la couleur, il va aussi servir à montrer le passage de l'ancien monde, qui est austère, plutôt vertical dans son rapport au chef. Cet ancien monde, il est rempli de codes et de serments de fidélité à une élite qui est elle aussi tout aussi méritante. Et le passage à la couleur va nous montrer que ce monde est remplacé par un monde plein de couleurs, des couleurs vives, mais qui est beaucoup plus horizontal dans les rapports humains et par conséquent plus égoïste et marqué par les trahisons et aussi par la vie solitaire que va mener Tetsu. Alors je te rejoins totalement. Pour moi, Le Vagabond de Tokyo, c'est un film qui capture avant tout la métamorphose du monde des Yakuza et en creux celle du Japon pour illustrer la perte des idéaux humains. Suzuki met en scène l'agonie des anciens dogmes des gangsters japonais, parce que, on vous le révèle dans notre analyse, le maître de Tetsu va finir par le trahir, et il va notamment mettre en avant la fin des liens affectifs entre l'homme de main et son maître. Donc, ici, ça semble évident, et il le dit dans le texte, que Tetsu assimile son supérieur à un père. Et on peut se demander si c'est pas de cette façon-là que Suzuki va se plier au code des films de Yakuza pour toutefois casser le moule familial hérité de Ozu dont on parlait précédemment, ce qui est une motivation essentielle de la nouvelle vague. Ici, on remplace l'obédience du maître par un nouveau prédateur qui est purement économique. Les dimensions humaines, elles se sont délitées complètement pour que le nouvel enjeu des luttes d'influence soit absolument matériel. C'est un immeuble, c'est la pierre. Même pour les repentis, les voyous qui se sont transformés en hommes droits, comme le chef de Tetsu, le bien immobilier reste plus important que l'être. Suzuki y fait un film de genre, mais avec une conscience humaine et aussi sociale. Et on est dans un boom économique d'après-guerre au Japon, avant la fin de la bulle économique qui viendra bien des années plus tard, et comme tu nous l'as dit, Tokyo change de visage pour se moderniser. On peut aussi souligner que la jeunesse est sacrifiée par ces hommes d'influence dans des séquences qui confinent presque à une espèce d'infanticide allégorique, voire parfois même concret. La nouvelle génération japonaise n'a pas le droit d'être insouciante et candide, sous peine de périr, comme tu le sais, vu que tu as vu le film en même temps que moi, cette toute jeune femme qui rigole devant des mangas innocemment et qui prend une balle perdue. La jeunesse ne peut pas non plus se conformer aux anciens codes qui n'ont plus cours, comme Tetsu, qui va être contraint à l'exil, et la jeunesse ne peut pas non plus s'épanouir dans la modernité, comme la fiancée de Tetsu, qui est une chanteuse dans les cabarets, et qui est malmenée par les dirigeants du club durant son tour de chant. Et là, il y a quand même de quoi se demander si Suzuki se place pas brièvement dans la peau de cette chanteuse, et s'il n'y a pas une évocation de ses rapports avec la Nikatsu. Ouais, c'est pas faux, pas faux. Dans une époque de métamorphose, la nouvelle génération, elle n'a plus de place claire, ou tout du moins, elle n'a aucune liberté selon le vagabond de Tokyo. Les jeunes idéalistes y sont mis à mort, et la violence qu'il leur est infligée mène naturellement à leur soulèvement.
C'est là que je suis pas persuadé d'être d'accord avec toi parce que Tetsu, on sent qu'il a envie de garder cette fédéralité, hein, en quelque sorte. En tout cas, c'est ce Mhm. sentiment d'appartenance à un maître, mais c'est ce maître qui le repousse. On demande à Tetsu de se sacrifier pour son maître, et en plus, son maître le trahira encore une fois de plus par-dessus ça. Tetsu, il ne demandait pas mieux que de rester fidèle à celui qui l'a servi toutes ces années. Ouais, je suis d'accord avec ta nuance parce que Tetsu, c'est pour ça que je rapprochais un peu de Harakiri tout à l'heure. Il a un peu cette espèce de moralité des vieux samouraïs dans C'est les ça. Shambara. C'est l'héritier de la vertu, c'est le dernier parangon de justice. Et c'est pour ça que je pense que la fin du film, alors comme vous le savez, hein, on spoil dans les ciné-clubs, mais si on vous a pas déjà donné envie de voir Le Vagabond de Tokyo, allez-y. Donc comme tu nous l'as dit, le maître de Tetsu va le trahir et ils vont s'affronter finalement. Et la fin, ça apparaît vraiment comme une césure ostensible entre le Japon des pères et celui des enfants. Et là aussi, c'est typique de la nouvelle vague japonaise, ce genre de séquence. La symbolisme du verre brisé, puisque Tetsu brise un verre face à son maître, c'est une évocation claire du monde yakuza, où d'ordinaire un homme de main casse la coupe avec laquelle il a partagé le saké avec son maître pour signifier la fin des liens. Ici, Suzuki, il échange la coupelle ordinaire avec un verre de bar qui rappelle le renoncement du maître à sa vie de gangster. Un verre que le héros brise à main nue et dont les morceaux vont servir au suicide de son maître. Un suicide qui apparaît presque rituel là aussi. Mm, Les apparences ont changé, les Yakuza sont devenus des tenanciers de club, mais les rites et les liens ont survécu quelque part jusqu'à ce divorce idéologique. Le nouveau Japon s'affranchit, mais il hérite du passé pour dessiner le futur. Les hommes d'antan sont sacrifiés, ils sont punis pour leurs vices, et on caresse la dimension délicieusement tragique, au sens presque antique, du vagabond de Tokyo, selon moi. Ouais, Tetsu, c'est presque un personnage d'un autre temps, et d'ailleurs qui n'a plus sa place dans ce nouveau monde, qui est bien incarné par toutes les personnes qu'il va affronter. Hein. Elles sont toutes plus égoïstes les unes que les autres. Égoïste, c'est peut-être même pas un bon mot, ce sont vraiment... euh, Ils sont comment aveuglés, hein. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, elles sont aveuglées par la richesse qui s'offre à elles. Alors que Tetsu, lui, il est vraiment, il est resté dans cette idée de fidélité, comme on l'a déjà évoqué plusieurs fois, qui en fait un personnage romantique, attachant, mais aussi, ouais, complètement anachronique. Anachronique, ouais, c'est vraiment le bon mot parce qu'en plus, Seijun Suzuki il va faire traverser les époques à son personnage. Là, j'aurais aimé qu'on s'attarde sur la construction du film qui est vraiment une construction en triptyque. C'est trois tableaux différents, très distincts, à des lieux différents et qui renvoient presque à des époques différentes quand on regarde un peu la grammaire cinématographique qu'emploie Seijun Suzuki. Le chiffre 3, d'ailleurs, on l'évoquait plus tôt lorsqu'on évoquait le fait qu'on dit que Tetsu, surnommé le Phénix, chute 3 fois et finit par se relever pour se venger la troisième fois. Les trois décors, ce sont ces trois chutes. La conclusion, ce sera sa vengeance. Le premier volet de ce triptyque, c'est vraiment le terrain de confrontation et de choc total entre le nouveau et l'ancien Japon, comme tu nous l'as dit. C'est ce Tokyo qui a un pied dans l'ancien temps, un pied dans la modernité, et qui accueille le premier tiers du film. C'est un champ de bataille urbain où s'affrontent les reliquats du passé et les saillies de l'avenir qui se dessinent. C'est signifié par les personnages, mais peut-être, d'après moi, avant tout par les lieux. On passe par exemple par un club qui est complètement décharné, avec des peintures qui évoquent des combats de gladiateurs, c'est très anachronique comme tu nous le disais, et puis d'un coup on va passer à des boîtes de nuit nouvelles, aux couleurs vives, pétillantes, totalement artificielles. On a une identité qui se perd et qui se recrée, un monde qui s'effondre pour se reformer, le passé qui côtoie l'avenir. Suzuki le montre clairement, je pense, et fait de Tetsu le témoin de cet affrontement lorsqu'à de très nombreuses reprises, au moins 4 fois d'après mes comptes, il réitère un plan très rapide de la tour de Tokyo, tu sais, cette espèce de monument qui ressemble un peu à la tour Eiffel, hein, Ouais. symbole de la modernité, à l'arrière-plan, et un arbre au premier plan, qu'on pourrait rapprocher de quelque chose de plus ancestral. Le héros y contemple ce paysage, il est spectateur de cette rencontre entre les âges pour définir un présent incertain. Les deux tableaux suivants, ils vont approfondir cette confrontation entre tradition et modernité.
En montrant son héros en errance dans la neige de Hokkaido, Suzuki y convoque dans l'âme du public japonais l'image d'une partie très rurale du pays. Hokkaido, pour les Japonais, c'est une évocation d'hommes et de femmes qui sont durs au mal. C'est une terre de tradition et de savoir ancestral où on lutte contre les éléments, la neige qui est omniprésente à ce moment-là, par exemple. Il faut peut-être insister sur le fait qu'il montre son héros effectivement au milieu d'une terre plus traditionnelle, une terre d'agriculture, alors que le héros, lui, reste en costume de ville. Il a même des chaussures de ville dans la neige. Il est pas à sa place, c'est évident. Ouais, c'est ça. Et ce qui va revenir, je pense, pendant le film, c'est qu'il n'est pas à sa place dans l'ancien temps et il n'est pas non plus à sa place dans le futur, puisque le futur se refuse à lui, de toute façon. Dans cette balade à travers Hokkaido, le vagabond de Tokyo, il se transforme presque en plus en Shambara. Tu sais, c'est ces films de sabre japonais. Ouais. On filme d'ailleurs un affrontement vraiment comme une lutte de sabre, comme aurait pu le faire Kurosawa dans Les 7 Samouraïs, par exemple. C'est cette séquence à l'intérieur de ce qui semble être une espèce de gigantesque grange, où des hommes en sabre viennent affronter des hommes armés d'armes à feu. Et d'ailleurs, c'est ça la confrontation qu'il nous donne à ce moment-là, je pense, dans la peinture qui prend place à Hokkaido. C'est une tradition, c'est une terre hostile, c'est une terre rurale. Pourtant, la modernité va poindre. Le train, par exemple, est sans cesse montré à l'écran, tu nous en parlais. Il ressurgit et il accompagne Tetsu. L'homme de la ville a gagné la campagne, en fait. Ensuite, pour le dernier tiers du film, Seijun Suzuki va faire basculer l'intrigue à Kyushu, pour le vagabond de Tokyo, qui s'ancre en fait dans la partie la plus américanisée du Japon à ce moment-là de l'histoire, et on change à nouveau de peau pour devenir un film particulièrement moderne, de son époque en tout cas, contemporain, mais aussi très burlesque, qui lorgne ostensiblement du côté du western rigolard, dans ses bars décorés à la mode de saloon. Ah, c'est la partie la plus drôle du film, la troisième partie, avant la toute fin qui ne l'est plus du tout, mais il y a toute cette parenthèse vraiment où ouais, on a l'impression presque d'être dans un film de Bud Spencer et Terence Hill. Ouais, c'est guignolesque, hein, complètement. On perçoit quand même qu'ici, le pays, il a fait sa transition, et les hommes aussi. Alors que les anciennes allégeances imposaient encore leurs lois à Hokkaido, Kyushu devient le territoire de la trahison humaine et de la destruction des rapports yakuza traditionnels. C'est là que le maître de Tetsu va ordonner par téléphone qu'on le mette à mort. Tetsu y est à nouveau mis à terre, la troisième fois, il va donc se relever, et cette fois sous l'influence de son ancien maître. Néanmoins, Suzuki montre la refonte d'une nouvelle société de l'ombre qui réunit les parias. On associe le personnage de Étoile Filante, qui est un ancien homme de main yakuza qui n'avait plus de maître et qui était venu au secours de Tetsu, et un chef yakuza qui a refusé finalement d'exécuter Tetsu. Un nouvel avenir est esquissé, fédérant les exclus. Le Japon trouve ses nouveaux rapports de force. Comme on l'a dit, cette construction en 3 temps, en 3 tableaux du film, elle revient avec ces paroles prophétiques qui sont dites au début durant la première chute, celle de la scène en noir et blanc que tu nous décrivais. Tetsu va chuter 3 fois, mais vu qu'il est surnommé le phénix, il va se relever invariablement. Et tu te rappelles sans doute de cet instantané très étrange qui semble être un vrai emprunt à la nouvelle vague. C'est pour ça que je pense que tu avais raison plutôt en mentionnant Godard, où on voit un chien se relever en même temps que lui en parallèle. Ouais. On ne pourra jamais anéantir l'abnégation de Tetsu, ça le rend presque surhumain. C'est plus qu'un homme en fait, les personnages dans les films de Seijun Suzuki, c'est des symboles. Je trouve que Tetsu c'est le dernier apôtre de la droiture, et là aussi, je pense qu'on peut avoir une petite interrogation pour se demander si Suzuki s'identifie pas un peu lointainement à son héros, insoumis face à l'ordre établi, comme Suzuki était lui un peu insoumis face à la Nikatsu. Eh ben, figure-toi que je suis pas sûr de ça, parce que Suzuki, en tout cas, est-ce qu'il faut vraiment le croire, lui, il considérait pas qu'il était rebelle à ce moment-là pour la Nikatsu, et il pensait juste que il voulait faire des films amusants, et donc c'était son moyen de faire ça. Mais je pense que il exagère un petit peu en se remémorant ces moments-là, parce que il savait très bien qu'il avait des problèmes. Son budget avait été divisé par 2 pour ce film-là par rapport à son film précédent. C'est pas pour rien. Oui, puis il y avait eu ce blâme qu'on a évoqué un peu plus tôt. Donc, Suzuki est si vous le voyez un jour en interview, c'est un personnage qui se dédouane de beaucoup de choses. C'est assez étonnant. Il refuse presque certains de ses gestes artistiques et pour se cacher un peu. J'ai l'impression. Il est soit très malin, soit d'une humilité confondante. Peut-être un peu les deux. Mais peut-être finalement que j'exagère effectivement et que en fait le film a une dimension prophétique au-delà de la pellicule
recul, une dimension prophétique que je pense Seijun Suzuki insuffle dans son film. Il y a ces paroles qu'on vous a évoquées tout à l'heure, il tombera 3 fois, il se relèvera, mais il y a aussi le fait que selon moi, d'après la structure ordinaire d'un film, les personnages du film n'existent pas dans l'instant présent uniquement, ils ont une aura, ils ont une présence qui se répercute sur l'avant et sur l'après de chaque action. Pour moi, c'est particulièrement présent à travers la musique. Tu l'as dit, c'est un film qui a été construit autour d'une chanson populaire. Et Tetsu la chante avant un combat, il se bat, la musique s'interrompt et il la chante après. Comme je le dis, il existe avant, il existe après. On peut aussi noter que Étoile Filante, le personnage qu'on vous évoquait un peu plus tôt, a aussi sa propre chanson. Et c'est encore plus criant pour l'épouse de Tetsu, qui, elle, n'est que musique. C'est une chanteuse de cabaret. Elle n'a presque aucune ligne de dialogue à part ses chansons. Suzuki, il iconise les personnages à l'extrême, jusque dans les costumes, on y vient justement, on l'avait évoqué, ils sont des concepts immuables plutôt que des hommes, des incarnations d'une vertu inébranlable alors que leur monde s'effondre. Ils sont parfois presque même hors du film, et ils cassent le 4e mur brièvement. Il y a ces scènes, je pense que tu t'en rappelles, où Tetsu regarde la caméra directement droit, les yeux fixés sur elle. Ouais, il y a un côté presque métal dans certaines scènes qui sont assez étonnantes. Ouais. Je pense aussi que dans le film, il y a cette confrontation entre ce que Suzuki, à travers la grammaire du film de Yakuza, considère être de la violence abjecte et celle qui est plus légitime, plus vertueuse. Il y a l'antagoniste du film qui est un manipulateur de l'ombre et j'ai noté pour ma part que c'était un personnage qui avait constamment le regard voilé par des lunettes de soleil. On ne peut pas voir ses yeux, on a l'impression de ne pas percevoir son âme en quelque sorte. C'est qu'un bourreau sanguinaire qui est dévoué à la destruction et à la manipulation, lui aussi, il est très symbolique finalement. Il balaye les racines du monde des Yakuza pour refonder une société du pire. Il gangrène le Japon nouveau qui est en train de naître. C'est peut-être à cause de ce personnage-là que j'ai pensé pour la première fois à Melville d'ailleurs. Eh bien, Melville, cercle rouge, je rebondis sur la couleur rouge, figure-toi, parce que le rouge s'est constamment associé à ce personnage dans son costume, et c'est complètement opposé au blanc que porte Tetsu, et l'affrontement de ces deux couleurs va constamment influencer le film. Je pense que tu te rappelles, il y a cette scène où la jeune femme qui lit des mangas est assassinée, enfin prend une balle perdue en tout cas, et c'est criant à ce moment-là parce que l'écran se sature progressivement de rouge. Il y a le décor, l'arrière-plan, comme tu le disais, qui était fait à l'économie et qui est illuminé d'une lumière rouge, mais il y a aussi le costume de l'antagoniste qui remplit tout l'espace de la caméra. On a l'impression d'être noyé dans cette mer pleine de rouge, et d'un coup, Tetsu va apparaître et le blanc va rayonner. Il y a une espèce de justice immanente qui s'abat sur la scène, une justice morale, vu que le mal et le sang a déjà coulé, mais le blanc l'emporte sur le rouge dans cet affrontement-là. Eh ben écoute, je suis complètement d'accord avec toi parce que j'avais pensé exactement la même chose pour une autre scène du film, une des scènes qui se passe à Hokkaido, donc dans la neige, toute blanche. Le personnage principal porte un costume bleu ciel, si je me souviens bien, avec un grand manteau blanc. Et le mal va commencer à arriver, en tout cas la menace va arriver au moment où Suzuki va décider de faire un plan dans lequel on voit Tetsu dans le fond du plan, mais au tout premier plan, il filme une boîte aux lettres rouge. Et c'est à ce moment-là que la menace arrive, comme par hasard. Eh ben tu vois, celle-là, je ne l'avais pas vue, mais c'est forcément quelque chose de pensé, effectivement. Et ça revient d'ailleurs à Hokkaido lorsque Tetsu est blessé d'une balle, et Étoile Filante va le soigner, et on voit le lavabo rempli d'eau, un lavabo blanc, et Étoile Filante plonge ses mains dedans, et l'eau se remplit d'un rouge éclatant. C'est aussi, une fois de plus, une façon de saturer l'image avec le rouge, je pense. C'est clairement l'affrontement entre le bien et le mal, entre le blanc et le rouge est vraiment évident dans tout le film. Il y a quand même un moment où il va s'affranchir de cet affrontement entre le rouge et le blanc, c'est la toute fin, où la scène en fait va d'abord être complètement baignée de noir. Et je pense que là, ce qu'a voulu nous signifier Seijun Suzuki, c'est la trahison morale du maître de Tetsu. Et cette trahison morale, c'est ce qu'il y a de plus abject. Finalement, l'antagoniste vêtu de rouge, c'était un mal, mais un mal qui ne se cachait pas. Tandis que la trahison du maître, c'est les ténèbres absolues. Et cette scène de l'affrontement final, je la trouve splendide. Et là, on sent l'influence qu'a pu ressentir Quentin Tarantino. Elle commence dans le noir total. Et à mesure que Tetsu affronte les hommes qui se dressent sur son chemin, le blanc commence à resplendir, à gagner l'écran, progressivement. Et ce n'est plus une espèce de justice
immédiate qui s'abat sur le film, c'est quelque chose de plus diffus qui va finir par gagner le cœur de l'écran et par rendre toute sa justice au film. Je sais pas si tu l'as noté, mais dans cette scène, cet affrontement final, il y a l'ultime prophétie du film qui se réalise. On revient à la première scène du film, à la toute première, où l'antagoniste disait, donc on répète toujours ces paroles parce que je pense que c'est le moteur du film, Tetsu tombe 3 fois mais il se relève lorsqu'il tombe pour la 3e fois. Et au moment où il dit ça dans la scène d'introduction, on voit Tetsu dans une scène très brève qui se jette au sol, qui fait des mouvements, qui esquive et qui finit par faire feu. Et c'est exactement ces mouvements-là qu'il va reproduire lors de la scène finale pour porter le coup fatal. Ouais, tout à fait. La prophétie s'est enfin réalisée et voilà pour l'analyse du film. Je crois que tu voulais tout de même rajouter quelque chose sur la fin. Eh oui, parce que figure-toi que la fin qu'on a vue dans le film, qui est une très belle fin, hein, ce n'était pas celle imaginée par Suzuki, qui avait imaginé un plan final différent. Il avait imaginé une fin très poétique qui montrait une lune verte. Il avait filmé en tout cas comme ça, une lune qui se lève. C'était une fin qui, selon Suzuki, devait illustrer la paix enfin retrouvée pour le héros. Eh ben, figure-toi que quand les exécutifs du studio ils ont vu cette fin, ils sont devenus fous de rage et ils ont fait qu'est-ce que c'est que ce truc? Suzuki a dû expliquer à quoi servait ce plan et ouais, bah tu me la coupes. Ils ont supprimé le plan. Ah ouais, parce que bon, on l'a dit à plusieurs reprises au Japon à cette époque-là, le cinéma il était très largement géré par les studios qui avaient pour but de mettre en avant des stars. C'était un peu le cas d'ailleurs aux États-Unis aussi, encore que on était en pleine évolution déjà dans les années 60. Mais les réalisateurs n'étaient encore que de simples exécutants. On pourrait s'étonner de ça, parce que tu as cité Ozu Kurosawa, qui étaient quand même des très grands noms de la réalisation au Japon, mais eux, ils ont réussi à développer un cinéma d'auteur, mais bon, c'est pas si étonnant que ça, parce qu'aux États-Unis ou en Europe, on avait le même phénomène avec des grands réalisateurs aussi, mais qui devaient se plier au diktat des studios. Au Japon, c'était la même chose. Ça a duré même un petit peu plus longtemps qu'ailleurs. Oui, et d'ailleurs, il faudra attendre la chute des studios, et comme tu le dis, ça va perdurer un peu plus. C'est un système très institutionnalisé au Japon, en fait. Et lorsqu'il y avait... Qui va en payer le prix, hein? Oui, il va en payer le prix, mais tout de même, le film rencontre son petit succès, il me semble. Il a eu un petit succès, des petits succès d'estime. Ça n'a pas été un énorme succès public non plus quand il est sorti. Je crois pas d'ailleurs que le studio ait fait grand chose pour vraiment le promouvoir. Mais ça a permis en tout cas de lancer la carrière de l'acteur-chanteur qui a eu une belle carrière, qui a duré plusieurs décennies. Tant devant l'écran, devant la caméra que derrière les micros, parce qu'il a continué sa carrière de chanteur. Mais bon, après, c'est surtout un film qui est devenu culte avec le temps. Oui, il a quand même eu suffisamment de succès pour avoir sa petite suite qui, elle, est restée très largement méconnue, qui n'est pas réalisée par Seijun Suzuki, mais qui reprend le même acteur. Et pour cause, on va revenir sur la carrière de Suzuki très rapidement après, mais c'est vrai que t'es un peu tricard là, dessus. Ah oui, un peu. Bah écoute, tu veux que je te résume un peu ce qui s'est passé après ? Allez, vas-y, rapidement. Alors, je puise dans mes souvenirs un petit peu et dans ce que j'ai pu glaner comme information, mais je pense que Seijun Suzuki, on se repenchera dessus sur le site, que ce soit dans le Ciné-Club ou par écrit, parce que moi, c'est un artiste qui me fascine. Donc, quand même, pour vous résumer un peu ce qui s'est passé après, le futur proche de Suzuki après le Vagabond de Tokyo, on arrive en fait à une époque où l'industrie du cinéma japonais elle est en train de se casser la gueule, et principalement la Nikkatsu, c'est une crise économique avant l'heure, même si ça s'ébruite très peu en fait. Le public n'est pas forcément au courant que l'industrie du cinéma est en train de péricliter pour la première fois. Les dirigeants de la Nikkatsu veulent donc des films qui sont accessibles, qui sont faciles, qui sont compréhensibles immédiatement et qui remplissent les caisses. Tout ce que ne sont pas les films de Suzuki en fait. Dans ce contexte, la Nikkatsu va faire de Suzuki un exemple et va abattre sa colère sur lui jusqu'à le dégager de la firme à la suite de son film La marque du tueur, qui pourtant aujourd'hui est considéré comme son chef-d'œuvre. Ivre de rage, la Nikkatsu s'aborde complètement la sortie de La marque du tueur et fait même entrave aux différentes rétrospectives qui sont consacrées à Suzuki dans les ciné-clubs. Pas le nôtre, celui du Japon de l'époque. Alors déjà sur le plateau de La marque du tueur, l'ambiance était tendue, on imposait des coupes drastiques, mais après la sortie, le conflit explose et prend une tournure juridique. Suzuki va attaquer la Nikkatsu en arguant, à raison, qu'il y a eu rupture de contrat et qu'il tente de l'évincer de la scène par tous les moyens.
Suzuki va convoquer une réunion d'urgence de l'équivalent de la guilde des réalisateurs, qu'on évoquait déjà un peu plus tôt, où sera convié notamment Oshima, une autre tête pensante de la nouvelle vague japonaise. Eh bien, il y a une firme qui ne sera pas représentée durant la réunion parce qu'elle n'a pas voulu se rendre sur les lieux. Je te laisse deviner laquelle. La Nikatsu. Effectivement. L'affaire, elle va se résoudre qu'après moult procès qui finissent par donner raison à Suzuki. On apprend qu'il y avait vraiment des manœuvres de l'ombre pour le faire tomber. C'était la tête à abattre. Fallait faire un exemple, en fait, pour dompter un peu les autres cinéastes un peu insoumis. Par contre, si Suzuki il a eu raison, il ne va être réhabilité que plusieurs années plus tard. Les procès vont prendre beaucoup de temps. Le temps s'est écoulé sans que le réalisateur ne trouve de travail. La victoire est un peu amère. Alors, il va quand même trouver quelques boulots alimentaires. Tu me signalais d'ailleurs un essai bien particulier. Oui, non, j'ai pas en tête le titre du film, mais il a fait, oui, il a des films un petit peu olé olé, dirons-nous. Et voilà. Effectivement, il a versé un peu vers les films érotiques, ce qui au Japon n'est pas forcément perçu comme une discipline déshonorante, mais bon, c'est quand même pas le prestige qu'il avait auparavant. Et il a aussi servi de seconde main à certains de ses amis, mais il devra attendre en fait véritablement 1980, on est 13 ans après La jeunesse de la bête, pour briller à nouveau avec Mélodie de Cigane, qui va être la première pierre d'une trilogie qui va le consacrer à nouveau sur la scène. Alors là, il va revenir par contre, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir Mélodie de Cigane, mais on parlait de son attrait pour l'art abstrait et pour la dimension un peu incompréhensible de ses œuvres. Mélodie de Cigane, c'est l'apogée de cette démarche. Ah, mais figure-toi qu'il a aussi réalisé un Lupin the Third. Oui, effectivement, il a prêté plusieurs fois ses talents pour la saga Lupin, c'est vrai. Eh bien écoute, voilà, il ne nous reste plus qu'à donner une note au Vagabond de Tokyo, un film que j'aime beaucoup, mais je vais te laisser donner la note en premier. Eh ben écoute, j'avais de grandes attentes avant de voir le film, parce que tu me l'avais vraiment vendu. Moi, je ne connaissais pas du tout ce réalisateur, et j'ai pris une vraie claque visuelle, comme rarement j'ai souvenir d'en avoir pris avant. Et quand on se rend compte que le film date de 1966, je trouve ça encore plus fort. Absolument incroyable. Moi, j'ai envie de lui mettre la note de 8 sur 10. Ouais, eh ben c'est la note que je rejoins totalement. Moi, j'ai peut-être dans l'esprit La marque du tueur et La jeunesse de la bête aussi. Donc, je prends ces deux autres films en compte, des films que j'aime beaucoup, des films que je t'invite à voir si tu as aimé vraiment Le Vagabond de Tokyo. Je vais mettre aussi mon petit 8 sur 10. C'est un coup de cœur pour tous les deux, je pense. Ouais, exactement. Un vrai coup de cœur. Voilà, et j'espère sincèrement qu'on vous aura donné envie et que le Ciné Club nous réservera pour l'avenir d'autres films de Suzuki. Il est l'heure de faire le tirage au sort. Je te propose, pendant que tu fais le tirage au sort, d'annoncer un petit peu ce qui va arriver sur le site dans les prochains jours, si ça te va. Eh bien, écoute, vas-y, j'ouvre mon générateur de nombres. Et tu peux y aller. Qu'est-ce qui nous attend sur le site des réfractaires ? Eh bien, des articles écrits, des beaux articles écrits. Alors, vous pouvez retrouver le petit podcast qu'on a fait avec Tsuyu, consacré au film Titina, un film norvégien grec. Ça te parlera forcément. Donc, c'est toujours notre petite pastille entre enfants et parents pour savoir ce qu'on peut attendre d'un film en tant que parent, ce que nos enfants peuvent retenir. On a essayé d'y apporter un peu de connaissances aussi, de savoir autour des explorateurs Nobile et Amundsen, de retracer leur parcours. Donc il y a du contenu, penchez-vous dessus. Mais pour ce qui est des articles écrits, on va continuer une exploration très asiatique cette semaine. On parlera de cinéma hongkongais très social, un très beau mélodrame. On continuera notre rétrospective Tsukamoto, puisque tu es rentré de voyage, Gré Pigeon, et tu vas pouvoir corriger mes articles. On parlera d'une adaptation de l'auteur Mishima, mais une adaptation qui n'est pas asiatique. On ira aussi s'aventurer en Corée et on devrait, si tout se passe bien, parler d'une romancière anglaise très célèbre pour un biopic en partie fictif autour d'elle. Voilà un beau programme, je pense, mais que nous a réservé le tirage au sort ? Eh bien, le tirage au sort nous emmène en Angleterre dans les années 40, en 1947 pour être précis, avec le film 8 heures de sursis, réalisé par Carol Reed, avec James Mason. Pas mal. Le titre original est Odd Man Out. Alors c'est un film que je n'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu, mais les noms donnent envie. En tout cas, je vois l'affiche du film, et oui, effectivement, je connaissais l'affiche du film, mais je ne l'ai jamais vu. Eh ben écoute, on retourne en Angleterre, après Dieu est mon droit. On va voir s'ils sont toujours aussi déjantés. Peut-être à l'époque pas. Je crois même que nous allons en Irlande, parce que le film retrace l'histoire d'un indépendantiste irlandais à Belfast.
Très bien. Et ben voilà de quoi réveiller ma flamme sociale. Je pense que je vais m'enflammer pour ce film. Rendez-vous la semaine prochaine pour nos auditeurs, Gray. Ah bah oui, si tout va bien, maman, la semaine prochaine on sera là. Ok, c'est noté. Et ben merci de nous avoir écoutés. À très bientôt pour le Ciné Club. Salut.